Voilà, c'était une première capsule de témoignage d'une patiente qu'on a voulu partager avec vous et qu'elle a voulu partager avec vous aussi. Nous allons maintenant accueillir ma collègue Paloma Hernandez avec son projet de thèse presque abouti dans quelques mois. Voilà, comme je vous dis, le corps parle aussi. Vous voyez ce beau projet de thèse qu'elle va vous présenter aujourd'hui. Je la laisse se présenter. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, super. Bon, moi, je suis Paloma Hernandez. Comme vous voyez, je ne fais pas du tout les choses à moitié. C'est déjà compliqué de faire une thèse en 3 ans, mais je me suis lancé le beau challenge d'une grossesse en même temps. Donc voilà, fallait le faire, mais je voulais prouver que le corps était fort et qu'il est merveilleux. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter mon projet doctoral qu'on a mené à la Maison de l'A sur justement un nouveau dispositif que j'ai créé avec la collaboration de l'aide du laboratoire de Metz et plus particulièrement du Centre Pierre Janet qui sont experts dans le domaine de prise en charge du psychotrauma. Donc, je remercie la Maison d'Ella et puis mes directeurs de m'avoir encouragée dans ce projet et de le mener à bout. Vous avez beaucoup peut-être entendu parler de prise en charge du psychotrauma, du trauma complexe, de phase de stabilisation. Peut-être que ça ne parle pas à tout le monde. Donc, je vais commencer ma présentation par faire un petit point sur qu'est-ce que c'est le psychotrauma, pourquoi on parle de TSPT, pourquoi on parle de trauma complexe, pour que ce soit clair dans la tête de tout le monde et pouvoir aussi vous amener à comprendre pourquoi on va parler de cette première phase de stabilisation. Parce que certains ont peut-être entendu parler de prise en charge telles que le MDR, les TCC. Nous, on va se focaliser sur une prise en charge, comme l'ont dit mes collègues, qui sont pluridisciplinaires, qui sont peut-être moins standardisés que tous ces outils-là, mais qui sont tout autant bénéfiques. Donc, pour commencer, j'aimerais qu'on revienne sur les 3 définitions actuelles du psychotrauma. Avant de parler du trauma complexe, c'est la dernière définition que je vous proposerai. Il me semble important de revenir sur la définition du trouble de stress post-traumatique qui a été créé ou évoqué pour la première fois dans les années 80 avec la clinique des vétérans, avec laquelle elle est souvent confondue. Pourquoi on parle de celle-ci? Parce qu'aujourd'hui, le DSM-5, qui est la classification la plus importante, ou en tout cas celle la plus utilisée en France, met en avant plutôt cette définition. Le problème, c'est que quand on regarde sa définition, on voit bien qu'elle englobe une partie des symptômes, et une partie des symptômes qui sont surtout cognitifs, un peu avec la croyance collective que tout le monde a sur le trauma. Quand on pense à une personne traumatisée, on pense à une personne qui fait des cauchemars, qui ressasse les événements traumatiques, qui, pour se protéger, fait de l'évitement sur certaines situations, ne se confronte pas à certaines choses, et qui a une perturbation sur la cognition de l'humeur et des changements dans sa réactivité, dans ses comportements, dans ses affects. Bon, j'imagine qu'aujourd'hui, on a dépassé tous dans nos croyances cette idée que le trauma, ce n'est que ça. Aujourd'hui, on voit bien que dans les patients que l'on reçoit dans nos services, le trauma, c'est bien plus complexe que ça. Il y a des personnes qui n'ont jamais de flash. Il y a des personnes qui ne feront jamais de cauchemar. Il y a des personnes qui même ne se rappellent pas des événements qu'ils ont vécus. Pourtant, ils présentent quand même une symptomatologie qui est bien plus complexe, qui parfois passe par le corps, par des douleurs corporelles. Je pense à des personnes qui, face à la sexualité, vont avoir des douleurs
Des personnes qui vont avoir des douleurs chroniques, type fibromyalgie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui sont en cours sur trauma fibromyalgie, trauma endométriose. Donc, il y a d'autres manières de montrer qu'il y a un traumatisme que cette définition n'englobe pas. Cette définition se base essentiellement sur des événements qui vont être ponctuels, donc circonscrits dans le temps, qui vont être assez simples. Je pense par exemple à ce que Muriel a dit tout à l'heure, des événements sexistes, des agressions, un viol ponctuel. La CIM, qui est une classification internationale américaine, a redéfini un petit peu cette première définition en intégrant la précocité des événements traumatiques, c'est-à-dire qu'elle a tenu compte du moment où ces événements traumatiques arrivaient dans la vie. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas du tout pareil d'avoir une base identitaire solide et de vivre un événement traumatique à l'âge adulte. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà des ressources sur lesquelles s'appuyer, que de grandir avec des événements traumatiques qui, pour le coup, vont un peu conditionner notre manière d'exister, notre manière de se définir. Et on peut même parler de trauma développemental. Il y a des auteurs comme Van der Kolk qui vont parler d'événements qui vont vraiment conditionner le développement de cette personne. Le problème, c'est que si on se réfère à cette définition de la CIM 11, on écarte quand même toute une partie des symptômes que présentent les patients, en tout cas les patients qu'on peut rencontrer notamment à la Maison des Lacs, comme dans la vignette qu'on vient de voir. On écarte complètement le corps. C'est-à-dire que dans cette définition, la somatisation n'est pas prise en compte dans les symptômes du trauma. C'est pour ça qu'on se réfère plutôt, en tout cas moi dans mon étude, je me suis référée à la définition du trauma complexe de Judith Herman, qui va plutôt tenir compte d'une pluralité de symptômes qui englobe de la même manière les symptômes corporels, dont les douleurs chroniques que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Donc toute ma présentation sera plutôt focalisée sur cette dernière définition. Dans cette définition, on retrouve une symptomatologie qui peut-être parle plus à tout le monde avec 7 dimensions principales qui sont l'altération dans la régulation des affects avec des personnes qui justement vont avoir des comportements d'autodestruction. On retrouve quand même beaucoup d'adolescents qui vont arriver devant nous et qui vont se brûler, qui vont se scarifier. Dans l'autodestruction, on peut aussi parler, par exemple, de la consommation ou de l'alcoolisation, qui vont avoir des préoccupations suicidaires, une mauvaise modulation de la colère. Avec des excès, une colère complètement exagérée ou alors complètement inhibée. Une altération de la conscience avec des processus amnésiques, soit parce que la personne n'arrive pas à dépasser cet événement et donc elle y pense tout le temps, soit parce que la personne ne se rappelle pas de ce qu'elle a vécu, donc une amnésie ou une hyperamnésie. Et puis des processus dissociatifs. La dissociation, c'est quelque chose qui est très peu expliqué dans le trauma encore aujourd'hui, alors que c'est le processus principal de défense. On parle de défense archaïque, avec l'idée que la personne, face à un tel vécu, doit forcément se distancier de cet événement pour continuer de vivre. Imaginez-vous de grandir dans un foyer familial dans lequel il y a de la violence. Le temps, malheureusement, ne va quand même pas s'arrêter pour vous. Cet enfant devra quand même aller à l'école, devra quand même confronter au quotidien peut-être ses parents qui seront les auteurs des violences. Et donc, en fait, il va mettre en place progressivement une distance entre la personne qui vit ces événements traumatiques et la personne qui va être en dehors de ce foyer. Et même pendant les violences, cette personne sera obligée de se distancier un petit peu de cette part émotionnelle qui souffre autant pour tenir la violence de ces événements.
On retrouve aussi l'altération de l'autoperception. Quand on vit de telles choses, parfois on se sent honteux, il y a de la culpabilité, on sent que il y a des choses qui ne vont pas en nous. Parfois, on peut même se responsabiliser ou minimiser certains événements. La relation à l'auteur sera effectivement aussi perturbée. On le retrouve par exemple beaucoup dans le cas de l'inceste, avec des violences physiques dans lesquelles il y a eu du chantage, dans lesquelles le prédateur a de la même manière chouchouté ou dit que la personne était sa préférée ou autre. Donc, il y a quand même une altération dans cette relation qui va être très importante et qui, aujourd'hui, on le sait, va se rejouer dans la vie de cette personne et peut l'amener à revivre ce type de schéma relationnel et de tomber dans la violence conjugale, par exemple. Le système de sens, avec un sentiment d'impuissance, une incapacité à se motiver. La somatisation, qui n'est pas inclue dans le reste des définitions, la relation avec les autres, quand une violence arrive aussitôt dans la vie de quelqu'un et que cette personne comprend qu'on lui a volontairement fait mal, elle ne peut plus faire confiance. Elle va forcément voir le monde extérieur comme une menace. Mais cette personne ne se sentira pas non plus en sécurité avec elle-même. C'est très bien expliqué dans la vignette qu'on vient de voir, dans laquelle on voit que cette personne qui a vécu des violences déteste son corps, n'arrive pas à l'investir. Au contraire, elle veut se distancier de lui parce qu'elle ne se sent même pas en sécurité avec elle-même, avec ses propres réactions, avec ce propre corps. Donc, le monde extérieur devient une menace, mais le monde intérieur l'est aussi. Et puis l'altération dans le système de sens, voilà, avec tous les symptômes un peu plus qu'on reprend dans les autres définitions qui sont exactement mentionnées dans celle-là aussi. Donc, aujourd'hui, pour prendre en charge un TSPT, donc un trouble de stress post-traumatique simple, complexe ou un trauma complexe, le schéma et la recommandation de prise en charge restent la même pour les trois, ce qui pose un grand problème parce que aujourd'hui, la littérature scientifique n'a pas réussi à faire cette distinction entre un événement qui est plus simple, qui pourrait permettre de se prendre qui pourrait être pris en charge plus facilement que la complexité des patients que l'on reçoit, par exemple, à la Maison d'Ella. Les recommandations sont de ce type. Une première phase de stabilisation dans laquelle on va rencontrer le patient, développer une alliance thérapeutique justement pour mettre en place un peu de sécurité. Parfois, il y a des patients qu'on reçoit pour la première fois qui ne se sont jamais sentis en sécurité avec quelqu'un et qui, pour la première fois, vont se sentir en sécurité d'évoquer un vécu douloureux avec nous. Donc ça, déjà, je pense qu'il faut l'évoquer, c'est très thérapeutique. Ça va permettre de stabiliser émotionnellement des émotions qui sont soit complètement exagérées, soit complètement inhibées, avec des personnes qui arrivent dans nos cabinets qui vont nous dire je ne comprends pas, en fait, je pète un plomb sans aucune raison, ou alors je ne ressens rien. Il y a quand même beaucoup de phrases comme ça autour de la régulation émotionnelle qui émergent de nos patients. Donc, on va essayer de trouver une certaine stabilité là-dedans pour pouvoir, par la suite, évoquer certaines choses qui vont demander de se connecter émotionnellement et essayer de le réguler au mieux. Et on va développer des schémas plus adaptés de pensée. C'est-à-dire qu'on va venir déconstruire parfois cette culpabilité qui envahit les personnes, cette honte, pour la transformer en quelque chose de « je ne suis pas responsable, je ne suis pas fautif, c'est pas moi le coupable » pour pouvoir travailler dans le présent. Cette phase de stabilisation, elle est essentielle pour pouvoir aller vers la deuxième phase, qui est la phase de retraitement. Aujourd'hui, c'est la phase qui est le plus utilisée parce qu'on a des outils qui ont été validés empiriquement dans des études très très importantes comme le MDR, les TCC, l'ICV, qui sont des techniques d'exposition. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est une technique d'exposition, c'est le fait de confronter le patient directement à la cible traumatique. C'est-à-dire que
on va vous dire bonjour, qu'est-ce que vous avez vécu? Ok, vous avez vécu une agression. Ok, on va travailler sur l'agression. Vous imaginez, quand je vous dis ça, si vous êtes patient, bah, c'est hyper violent. En fait, on ne peut pas faire ça, ou moi, éthiquement, je ne me permettrai jamais de confronter une patiente à une telle violence. C'est-à-dire que quand on comprend un petit peu biologiquement ce qui se passe dans le trauma, on dit que la personne va revivre devant nous cette violence avec la même intensité, parce qu'avoir un psychotrauma, c'est ne pas avoir de temporalité biologiquement, enfin, on repart directement dans le passé, mais on revit la même chose avec la même intensité émotionnelle et sensorielle. Donc, on expose la patiente sans savoir, sans connaître ses ressources, sans savoir si après cette consultation, elle va être accompagnée, si elle rentre chez elle, si elle va boire de l'alcool, si elle va se faire mal, on ne sait rien d'elle et on lui dit on va travailler sur la pire image de votre vie. Donc moi, je ne ferai jamais ça et c'est pour ça que je défends vraiment une posture de phase de stabilisation qui pour moi est essentielle. Aujourd'hui, malheureusement, c'est des techniques, et moi-même, je suis thérapeute EMDR, des techniques qui fonctionnent très très bien et qu'on utilise, mais qu'on utilise peut-être plus précocement avec des patients qui justement ont des ressources et qui arrivent parce qu'ils ont vécu une agression. Là, oui, je me dis, ok, la personne a des ressources, je peux y aller au bout de 3-4 séances. Avec du trauma complexe, avec la vignette qu'on vient de voir, sans que vous connaissiez la totalité de l'histoire, avec de telles douleurs, avec une telle souffrance, ben, je ne peux pas faire ça. Le problème, c'est que cette phase a été validée très rapidement, elle fonctionne, elle a fait ses preuves, et aujourd'hui, elle est utilisée trop facilement, sans remise en question des thérapeutes, et donc la phase de stabilisation, elle passe un peu à la trappe. Pourquoi? Parce que cette phase de stabilisation n'a jamais été protocolisée, elle n'a jamais été validée, et donc je l'espère par les résultats que je vais vous présenter, que je vais vous demander de garder un petit peu secret, de ne pas prendre en photo jusqu'à la validation de ma thèse, permettront de valider pour la première fois cette phase de stabilisation avec un vrai protocole que d'autres services pourront utiliser et sur laquelle les professionnels pourront l'utiliser à titre égal que le MDR. Et donc, on passe à la phase d'intégration qui est un peu le cap sur l'autonomie, le moment où on a retraité les traumas des patients et dans laquelle on commence à lâcher cette parfois petite dépendance affective qui s'est créée avec nos patients et on les invite à appliquer toutes les ressources et outils qu'on a travaillés pendant la thérapie. Mais le corps dans tout ça, vous vous questionnez peut-être sur, je vous parle beaucoup du corps, mais justement comment on peut travailler les douleurs corporelles, quelle est la place du corps et comment on peut la travailler en psychothérapie, mais aussi par d'autres outils. Donc, mon cher directeur de thèse que je mentionne dans cette citation avec un collaborateur a très bien dit que les personnes atteintes du trauma complexe ont souvent dissocié leur corps, donc l'ont mis à distance, parce qu'il est souvent endolori et qu'il est important de les aider à ressentir les tensions qu'elles connaissent, à comprendre comment elles se manifestent et comment elles peuvent être apaisées grâce à des actions concrètes. Quand on vit une telle souffrance, quand notre corps nous rappelle sans cesse qu'on a vécu cette violence-là et nous rappelle que ça fait toujours mal, même 20 ans après, forcément, de manière assez instinctive, on le met à l'écart. L'idée, c'est de pouvoir accompagner nos patients de manière sécure, dans un lieu sécure, avec une bonne alliance, de leur dire qu'il n'y a pas de danger à ressentir cette douleur dans le présent, parce que l'événement est fini. Donc on va beaucoup travailler justement dans le remaniement des croyances, avec cette temporalité, avec l'idée
qu'on est dans le ici et maintenant, et que dans le ici et maintenant, cette violence du passé, c'est fini. Et que justement, on peut ressentir cette douleur et même apprendre à l'apaiser, chose qu'elles n'ont jamais fait, parce que dans le présent, il n'y a pas de danger et qu'on les accompagne. Donc, pour ça, nous avons créé le dispositif Stable Trauma. Ça a été une grosse année de recherche sur qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, comment on peut l'appliquer dans un service qui reçoit des personnes diagnostiquées d'un trauma complexe, comment on peut justement travailler cette pluridisciplinarité avec les moyens de bord. Donc, nous avons décidé de travailler sur la phase de stabilisation, qui pour moi est la phase, comme vous l'aurez compris, je pense, parce que je suis un peu lourde, la phase la plus importante. Pourquoi ? Parce qu'elle, toute seule, elle peut vraiment résoudre beaucoup de problèmes. Elle peut permettre à la patiente, je genre au féminin parce qu'on ne reçoit que des femmes, hein, mais elle peut s'appliquer sur plein de publics différents. Elle va permettre à la patiente de vraiment comprendre comment elle fonctionne, comprendre pourquoi elle est envahie de ses douleurs, pourquoi elle pense de cette manière-là. Je crois que c'est hyper important de normaliser qu'une personne traumatisée se dise je suis nulle, je ne vais pas être capable, j'ai mal, je suis dissociée, je n'ai pas envie de parler. En fait, si on les emmène vers autre chose de manière violente, nous-mêmes, on est en train de mettre de la violence dans de la violence. Donc, dire à quelqu'un, c'est normal de ressentir ça, c'est normal d'avoir mal, c'est normal de se sentir nul parce qu'on vous a fait croire que vous êtes nul, mais progressivement, je vais vous amener à déconstruire cette pensée pour l'adapter à un contexte du présent. Je pense que ça fait du bien à quelqu'un de l'entendre. Parce que dans ce dispositif, on a voulu donner suffisamment d'outils à la personne pour pouvoir réguler ses émotions, sa douleur. On a pensé à des outils somatiques, à des outils émotionnels. Je pense par exemple au fait de pouvoir s'échapper cognitivement avec un lieu sûr. Il y a des personnes qui n'ont jamais connu un lieu sûr dans lequel se réfugier quand on va mal. On l'a tous, en général, un endroit qui nous fait du bien. Les personnes qu'on rencontre, parfois, ne l'ont jamais trouvé. Et le fait de pouvoir le trouver, même avec une image mentale, psychologiquement, ça fait du bien. Pareil, qu'on va apprendre à la personne à se dire, OK, quand vous êtes stressé, vous avez des palpitations au cœur, vous avez un début de tachycardie. C'est normal. D'expliquer le processus de qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et de lui dire, mais attendez, on a un exercice qui permet de réguler ça. Et aujourd'hui, il y a de nombreuses études qui montrent l'efficacité de la cohérence cardiaque comme régulateur de la fréquence cardiaque par la réduction de la fréquence respiratoire. Donc, apprendre à quelqu'un à maîtriser son corps sur un corps aussi endolori, ça fait du bien. Pourquoi on met vraiment l'accent sur ça ? Parce que ces personnes, comme je l'ai dit, ont désinvesti le corps, ne l'écoutent même pas, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir très très mal et sur une grille de tolérance à la douleur, elles vont dire « oui, mais c'est pas mon corps. Oui, mais je le ressens même plus. Oui, mais je veux pas avoir... je vais loin dans mes exemples, mais si je prends l'exemple de la sexualité, est-ce que vous aviez envie de ce rapport ? Je sais pas, je faisais la liste des courses dans ma tête. C'est hyper grave de dire des choses comme ça. Donc, c'est des phrases un peu choc que je vous donne, mais c'est pour que vous compreniez à quel point... Parfois, le corps peut manifester une souffrance et le cerveau peut se déconnecter du corps justement pour se protéger. Donc, on va apprendre à ressentir les tensions de manière sécure avec nous, ce qui n'est pas très agréable, mais on doit un peu passer par là, justement pour les amener à apaiser ça.
Donc, il y a 2 objectifs majeurs dans la création de ce dispositif, qui est valoriser et prouver l'efficacité des approches corporelles dans la prise en charge du trauma complexe et permettre, d'un point de vue clinique, un passage à la phase d'exposition plus serein. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est que les personnes qui vont poursuivre la thérapie par des techniques comme le MDR aillent de manière sereine vers ce type d'outil. On veut que la personne se dise « Ok, je suis capable de travailler sur telle image parce que je sais que je ne vais pas me faire mal en rentrant, je sais que je ne vais pas avoir des idées noires, je sais que je vais être très triste de revivre ça, mais je sais que je peux réguler cette tristesse et je sais que j'ai aussi appris à appeler quelqu'un si je ne vais pas bien. » Donc, ça me paraît assez important. Donc, dans le dispositif stable, c'est une prise en charge qu'on a proposée sur 8 mois. Pourquoi 8 mois ? Concrètement, la phase de stabilisation sur du trauma complexe devrait se faire sur une durée plus longue. Aujourd'hui, on le sait, mais vu que c'est une étude longitudinale, et je ne vais pas vous embêter avec toute la méthodologie de ce projet doctoral, mais on comparait 2 groupes et l'un d'eux attendait que le premier finisse et on ne pouvait pas intégrer des personnes qui souffraient et les faire attendre éthiquement plus de 8 mois. 8 mois, c'est la liste d'attente actuelle, plus ou moins, des services qui prennent en charge les personnes avec un psychotrauma. Donc, éthiquement, on ne pouvait pas aller plus loin que 8 mois. C'est pour ça qu'on a fait le choix de cette temporalité. Si vous voulez adapter par la suite le protocole avec plus de durée, ça sera encore plus bénéfique, certainement. Donc, les 4 premiers mois vont être vraiment focalisés sur la prise en charge du corps. On l'a appelé le bloc stabilisation corporelle. Donc, c'est une prise en charge pluridisciplinaire dans laquelle le patient va avoir 2 fois un psychologue qui va vraiment travailler sur justement les outils cognitifs et corporels de ressentir l'apaisement, d'amener un lieu sûr, de pouvoir évoquer quelles sont les douleurs corporelles existantes, comment la violence s'est justement intégrée dans le corps progressivement. Et puis, nous, l'équipe était composée d'une ostéopathe et d'une acupunctrice, donc Marielle que vous avez vue. Donc, on a fait le choix de valoriser ces 2 approches dans différents services. Cette approche pluridisciplinaire pourrait se faire avec d'autres acteurs de l'approche corporelle. Je pense à la socio-esthétique, ma collègue qui est là, ou à un psychomotricien si c'était le cas du service. Dans cette prise en charge pluridisciplinaire, l'idée, c'était de pouvoir justement travailler avec un corps qui est là quand on prend en charge une personne qui est traumatisée. On ne peut pas travailler avec son cerveau tout de suite parce qu'il y a des défenses que la personne va nous dire je ne sais pas pourquoi je suis là, même si elle sait très bien pourquoi elle est là. Elle va nous dire non mais je n'ai pas envie de parler. Ou alors elle va nous raconter tout de suite plonger dans les événements traumatiques. Ce qu'on ne veut pas, parce que ça reconsolide l'événement traumatique dans le cerveau. Et donc, parfois, on a du mal à arrêter les patients dans ce discours très traumatique. Et nous-mêmes, il y a un risque de traumatisation, donc on ne veut surtout pas ça. Par contre, le corps, il vient en séance. Le corps, il est tout le temps là dans le présent. Et il nous montre des choses par un langage, en général, non verbal, par un langage corporel. Quand on va lui dire « Comment vous vous sentez aujourd'hui ?» il va nous dire « Bien », si la personne est très dissociée. Et puis, elle va faire ça. « Vous allez bien, mais de quoi vous voulez qu'on parle aujourd'hui ?»« Oh, ce que vous voulez. » Moi, quand j'ai quelqu'un qui est aussi braqué devant moi, je me dis « Bon, quand j'amène quelqu'un à faire de la cohérence cardiaque, et que je lui dis « Comment va votre corps aujourd'hui ?» Et il me dit « Bien, hein, je n'ai pas de douleur. » Et que la personne est en train de se gratter de manière compulsive, je me dis « C'est peut-être pas trop un accordage. »
Donc le corps, il est là, il est dans mon cabinet et il me permet d'avoir des pistes sur l'état de cette personne. Alors que le cerveau, lui, il est verrouillé. Lui, il a son coffre-fort, qu'on appelle la mémoire traumatique, qu'il a appris à préserver depuis très longtemps. Donc, il peut nous donner des infos de manière exagérée ou alors mettre un cadenas et nous dire « je ne veux pas travailler sur ça ». D'accord ? Donc, le premier bloc, par cette prise en charge corporelle de 4 mois, va se focaliser sur apprendre à ressentir qu'est-ce qui se passe dans le corps, apprendre à lui faire confiance, apprendre à lui dire, bah voilà, il vous montre que ce que vous dites peut-être n'est pas totalement vrai. Donc, on travaille sur cet aspect-là. Une fois que le corps se sent en sécurité et qu'il a appris à s'apaiser dans le présent, et ça a un côté très chouette parce que c'est très contrôlant pour quelqu'un d'avoir la main sur son corps. C'est-à-dire que quand on ne comprend pas pourquoi on a des tachycardies, quand on ne comprend pas pourquoi on a mal au ventre, quand on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas avoir un rapport sexuel, on est frustré. Et parfois, cette information, elle est complètement déconnectée du trauma. C'est à nous de faire le lien. Quand la personne commence à se réapproprier ses symptômes corporels et apprendre à les gérer et voir que son corps réagit en fonction et s'apaise, bah, c'est quand même assez chouette. Et ça nous permet de travailler par la suite en bloc de stabilisation cognitive, donc pareil, sur une même durée, mais là qu'avec un psychologue, avec 2 séances par mois, sur le cerveau qui nous fait un peu plus confiance et qui là, 4 mois après, veut bien commencer à parler. Donc là, on va travailler sur quelles sont les réactions traumatiques face, par exemple, à un déclencheur. Quand quelqu'un se met en colère devant vous, qu'est-ce que vous faites ? Quand vous êtes très très triste, comment vous gérez ça? Quand vous avez une image qui vous vient en tête, bah, la personne est capable de nous dire à ce moment-là, à ce stade du travail, bah, j'ai mon cœur qui bat très très vite, j'arrive pas à respirer, j'ai envie de fuir, et en général je dis rien. Ok, vous disiez rien parce que vous êtes en train de revivre la même scène. Est-ce qu'aujourd'hui dans le présent on peut faire différemment? Donc, c'est apprendre à la personne à vivre un petit peu plus, à retrouver une meilleure gestion des émotions, toujours dans le ici et maintenant. En même temps, on va toujours faire un travail de fond qui sera notre ligne conductrice sur les enjeux liés à l'attachement. Là, je vous présente 2 blocs, mais vous imaginez que sur la ligne du haut, en gros, il y a une ligne conductrice qui sera l'attachement. Pourquoi ? Parce que le trauma complexe trouve toujours son origine pendant l'enfance. C'est-à-dire que les personnes auront forcément vécu des troubles de l'attachement dès le plus jeune âge. Donc, ça va être à nous de venir progressivement réparer la croyance de cette personne dans sa manière de s'attacher à quelqu'un. D'accord ? Parce que je vais le reformuler. En gros, quand quelqu'un vous a fait mal, forcément, vous pouvez que vous dire que tout le monde est capable de vous faire mal. En général, il y a un effet quand même dans lequel se joue beaucoup de distorsions autour de la relation à l'autre. Donc, notre but, ça va être de venir réparer cet attachement qui a été mis à mal pendant les événements traumatiques pour que la personne puisse nous faire confiance, pour que la personne puisse aussi accéder progressivement à des ressources relationnelles et se dire que, bien évidemment, il y a des gens qui lui ont fait mal, mais il y a aussi des gens qui peuvent l'aider. Donc ça va être notre ligne conductrice tout au long du dispositif. Okay. Donc, ce dispositif, il vient travailler justement sur les 3 fondements des adversités vécues pendant l'enfance, qui sont l'altération de la conscience, qui sont la somatisation et l'altération dans la relation aux autres. Quand on vit des événements traumatiques très tôt dans la vie, ce sont ces 3 piliers qui sont mis à mal. Ce qu'on pense de soi, ce qu'on pense du monde et ce qu'on pense de notre corps.
Donc, ce dispositif, il vient répondre à ces 3 fondements. Je vais un peu vite, mais si vous avez des questions, je peux répondre après. Donc, le but de ce dispositif, pour vous présenter un petit peu la problématique avant de vous présenter le résultat, c'est de favoriser l'installation d'une relation sécure, ce qui permet à la patiente de donner un nouveau sens et un remaniement à ses croyances. Il va permettre également de faire émerger des ressources plus fonctionnelles. Peut-être que, je dis toujours à mes patientes, votre ressource a été de vous alcooliser parce que vous n'aviez pas le choix et qu'à ce moment-là, oublier ou utiliser cet outil, c'était presque adapté. Je suis le genre de psy qui valorise tout type de ressources, même si elles sont un peu pathologiques. Mais leur dire, ça c'était bien avant, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire autre chose? Donc, on rend les ressources plus fonctionnelles. De les adapter à un contexte actuel, peut-être qu'à ce moment-là, boire, c'était la seule solution. Est-ce que dans le présent, on ne peut pas adapter cette ressource pour se sentir plus fort face à l'adversité du présent? Donc, l'idée, c'est que la potentialisation de l'alliance thérapeutique, notre relation, va permettre, associée à une meilleure régulation émotionnelle des patients et une meilleure régulation des mouvements dissociatifs, donc la personne va moins se dissocier, va permettre d'améliorer les capacités d'adaptation de la personne, sa résilience, donc sa capacité à faire face, ce qui va permettre d'augmenter sa qualité de vie. Donc, dans les résultats qu'on retrouve actuellement, qu'on est en train de finaliser, on voit bien qu'on est sur une belle augmentation de la qualité de vie, peu importe le groupe qu'on évalue. Donc, stable, donc là, en violet, c'est le premier groupe qu'on a évalué. Wait, c'est le groupe attente. On voit bien que la qualité de vie va s'améliorer progressivement tout au long des 8 mois. Quand on compare à la population générale, le score de qualité de vie, le premier graphique, c'est le score, c'est la composante mentale de la qualité de vie. Elle est quand même plus basse qu'en population générale. Mais on ne part pas du même niveau non plus. Donc, elle est plus exponentielle qu'en population générale, mais elle reste plus basse comparée à des personnes sans trauma. Quand on regarde la composante physique, on voit bien que sur le premier groupe, il y a eu quand même une résistance que je vais vous expliquer par le phénomène dissociatif à peut-être valoriser qu'il y a une amélioration. On peut l'interpréter comme ça dans un premier temps, parce que c'est très dur de passer d'un corps qu'on déteste à « oui, mon corps va mieux ». En général, les personnes se disent « oui, il y a encore un problème ». Donc, c'est ce qu'on voit bien dans le premier groupe. Le groupe Wait est un peu plus linéaire. Quand on regarde la symptomatologie traumatique, au début, on est à 100% parce qu'il y a un diagnostic de trauma complexe pour toutes les personnes que l'on a inclus dans l'étude. On voit bien que dans le groupe stable, donc c'est en violet toujours, il y a une forte diminution dès les 4 mois de prise en charge sur les symptômes que peuvent présenter les patients, et ça diminue un peu moins vers la fin parce que en général, on travaille très très fort dès le début et que les patientes présentent en majorité des symptômes corporels sur lesquels on met vraiment l'accent. On voit que sur le groupe Wait, il y a quelque chose, un effet placebo qui quand même est important à souligner, avec l'idée qu'entre le premier et le deuxième point, juste le fait de savoir qu'on va être pris en charge diminue déjà une partie des symptômes. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des études. Et puis on arrive à peu près au même score généraux pour les deux groupes.
Quand on regarde la dissociation, qui est le phénomène le plus puissant, en tout cas le symptôme le plus puissant du psychotrauma, on voit bien que pour les deux groupes, la dissociation, elle va augmenter puis diminuer. De manière clinique, on peut interpréter ça comme une résistance au changement. Quand la dissociation vous a pendant aussi longtemps sauvé la vie et que la dissociation est devenue votre meilleur allié, votre meilleur ami pour fonctionner au quotidien, bah la lâcher, c'est très compliqué. Parce que ça veut dire que vous vous accordez émotionnellement et que cette distance n'est plus là. Imaginez, on a tous vécu la dissociation, vous passez une nuit catastrophique, je ne sais pas, vous vous faites larguer dans la nuit, ça ne va pas, vous arrivez au lycée, vous rencontrez vos amis, et puis on vous demande « Hé, coucou, ça va ?» Qu'est-ce que vous répondez ? « Ça va. » Ça, c'est de la dissociation mignonne. C'est une manière déjà de se mettre à distance de la douleur qu'on est en train de vivre. La dissociation, je ne vais pas vous faire tout un exposé sur ça, la dissociation, elle peut aller beaucoup plus loin quand on vit des événements traumatiques, au point de vraiment se dire que ce n'est pas nous qui avons vécu ça, ou alors la dissociation tertiaire, où la personne, de manière individuelle, presque, a des parties fragmentées. C'est quelqu'un d'autre qui a vécu ça, avec des potentiels TDI et tout ça. TDI, trouble de l'identité multiple. Mais finalement, quand on regarde la dissociation, on voit qu'il y a une diminution progressive qui était quand même ce qu'on recherchait initialement. Là, sur ces deux items, on s'est vraiment focalisé sur la dissociation corporelle, c'est-à-dire la capacité à ressentir son corps ou la douleur. Pour travailler avec quelqu'un qui a mal, on a besoin que cette personne reconnaisse la douleur. Quand on fait passer les premiers questionnaires, est-ce que vous êtes capable d'écouter la douleur ? Ou est-ce que vous êtes sensible à votre douleur ? Il y a des personnes qui répondent rien. Genre, elles ne savent même pas qu'elles ont mal. Elles subissent cette douleur. Pour pouvoir travailler sur une douleur, il faut que la personne reconnaisse qu'elle a mal. Et ça, c'est, je pense, notre belle réussite de l'étude. Donc, le but, c'est d'augmenter la qualité des femmes victimes de violences, de favoriser des meilleures capacités d'adaptation et de résilience qui vont émerger suite à la diminution de la dissociation, suite à la diminution des symptômes traumatiques, l'amélioration de la qualité de vie. Ça va donner plus de force à la personne pour pouvoir agir et s'adapter. Proposer des outils psychopédagogiques qui pourront être exploitables par d'autres structures, réduire les conséquences de la violence au sein du couple et de la violence sexuelle, parce qu'aujourd'hui, on le sait, dans le trauma complexe, il y a quand même des schémas de répétition qui se rejouent tout au long de la vie. Donc, si on prend en charge de manière précoce ces personnes et on leur propose une psychoéducation sur tout ce qui arrive, il y a quand même moins de chances qu'elles aillent vers ces schémas de répétition. Et puis, pour aussi réduire les coûts sur le plan social et économique, parce qu'une personne qui a un trauma complexe, c'est des personnes qui, en général, vont avoir une grande errance médicale, qui vont rencontrer plein de services de médecine, parce qu'ils vont voir un cardiologue, parce qu'ils vont aller voir un gynéco, parce qu'ils ne vont jamais faire le lien avec l'événement traumatique, mais ils auront vu la plupart des professionnels de santé. Et parfois même, ce qui est très triste encore aujourd'hui, c'est qu'on ne leur aura jamais posé la question de ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Donc, je l'espère, ça pourra permettre de réfléchir à tout ça. Et voilà. Merci Paloma, on est tout à fait dans les temps, c'est incroyable. On
va vous proposer maintenant de faire la petite pause. Alors, il y a peut-être quelques questions. Ah, les questions. Oui. Muriel, si tu permets, je crois qu'il y a quelques questions. Alors, il y en a peut-être dans la salle. Ah oui, il y a des mains qui se lèvent. Et puis, il y a aussi des personnes qui m'ont transmis quelques questions. Donc, on peut peut-être commencer par une question qui est arrivée du coup en distanciel. Paloma, c'est une question qui provient de Emmanuelle, qui est assistante sociale au département de la Gironde. Elle demande à quel moment de ces phases de prise en charge que tu as présentées tout à l'heure, il est le plus opportun pour le patient ou la patiente de porter plainte. Faut-il attendre la phase d'intégration ou pas nécessairement? Non, moi je pense qu'après une bonne phase de stabilisation, on peut amener la personne à réfléchir, à porter plainte. Réfléchir. Pour moi, le dépôt de plainte ne doit pas être systématique parce que la procédure judiciaire est extrêmement lourde. Parfois, elle peut même s'avérer maltraitante. Donc, même si elle permet, dans énormément de cas, de faire avancer les choses, il faut être prêt parce que la durée est longue. Qu'il faut parfois faire une expertise qui va être douloureuse, qui va remettre en question la véracité de nos dires. Donc, il faut être suffisamment stable, il faut être suffisamment armé pour pouvoir s'exposer à ça. Et après la stabilisation, ça le fait. Question dans la salle peut-être ? Bonjour, merci pour cet exposé qui est assez éclairant et dit de façon simple. Donc ça, c'est important aussi. Avec des mots simples, comme ça on peut décoder. Donc moi, je suis Maïté Lizarazu au département de la Gironde, à la mission Diversité et Égalité. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tout le monde peut avoir cette période de stabilisation ? Parce que souvent, on nous dit qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas ou qui vont trop décompenser et que peut-être de mettre dans un tiroir, mais c'est peut-être mieux que d'essayer d'aller... Voilà, ça, c'était ma première question. Et deuxième question, est-ce que votre exposé s'adresse plutôt à notre culture à nous, parce que je suppose que sur d'autres cultures, c'est peut-être autrement que ça se gère. Hein. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez un peu investigué ou pas de ce côté-là. Voilà. Alors, répétez-moi juste la première question. Je perds des neurones tous les jours. La question, est-ce que tout le monde peut être stabilisé et que ça ne va pas provoquer plutôt une décompensation qui puisse se faire dans ce travail de stabilisation ? Puisqu'il y a vraiment des personnes où on met dans un tiroir et de toute façon, on sait que si on y va, on peut s'effondrer, quoi. Je pense, bon, dans cette étude, on a fait un gros travail d'inclusion avec pas mal d'échelles qui nous ont permis d'évaluer l'état de la personne pour voir si parfois on n'est pas dans une décompensation peut-être psychiatrique due à un déclencheur, un moment de grande dépression ou de grande précarité qui ne nous permet pas d'accéder à cette stabilisation. Je veux dire, on ne pourrait pas faire ce travail-là avec une personne qui rentre tous les jours chez soi et qui vit encore de la violence. Ou alors une personne avec qui on ne peut pas travailler la stabilisation parce qu'elle est en survie permanente, parce qu'elle n'a pas les moyens pour se nourrir ou pour se loger. C'est-à-dire il faut que le contexte soit non violent et puis soit suffisamment stable pour que la personne puisse commencer ce travail qui va être coûteux. Et les patientes ici présentes sont témoins de l'énergie que ça demande. Donc, il faut quand même faire une évaluation. Après, il y a des personnes qui ont déjà décompensé et il y a un risque toujours en psychothérapie de décompenser pendant la séance. Par décompenser, je ne pense pas on finit attaché à un lit, tout ça. Mais je pense à des moments dépressifs très forts, à des idées suicidaires. Donc, il faut bien sûr être vigilant dans notre rôle de thérapeute, avant et pendant. Deuxième question, milieu transculturel, c'est ça ?
Okay. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir faire un DU de médecine transculturelle qui m'a permis de réfléchir à cette question, parce que nous, on a bien évidemment, et puis je suis associée à un laboratoire français, avec une pensée très hétéronormée. Je pense que c'est important de se décentrer individuellement de cette posture. Quand je reçois une patiente, dont une de mes patientes chouchou, je le cache pas, qui vient du Mali, pendant longtemps, moi je parlais de trauma et elle parlait de sorcellerie. Ou de magie noire. En soi, c'est pas important, parce que les symptômes qu'elle va évoquer sont les mêmes. On va se réunir sur les symptômes, on va se réunir sur je souffre de ça, peu importe l'origine, peu importe le mot avec lequel on le définit, finalement, si elle a envie de parler de sorcellerie parce que trauma ça lui parle pas, et c'est plutôt chouette pour moi parce que je découvre des choses, et voilà. Il faut, c'est la stabilisation, là je l'ai protocolisée pour pouvoir l'évaluer. Et c'est important de garder ça en tête, c'est que dans tout test clinique, on a besoin de passer par quelque chose de randomisé, de contrôlé, de très protocolaire, pour le rendre contrôlable, pour pouvoir avoir des résultats. L'idée, c'est de pouvoir l'adapter à différents milieux, en tenant compte de la temporalité des patients, en tenant compte de l'origine de ce patient. Bien sûr, pour prouver son efficacité, il faudra toujours, comme un EMDR, garder une certaine rigueur. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait un fort impact entre utiliser la cohérence cardiaque ou la danse thérapeutique. Si jamais on superpose, par exemple, ce dispositif au Congo. Donc, en soi, moi, je le vois comme ça. J'espère que mon directeur de thèse n'est pas en train de m'écouter parce qu'il me dirait qu'il faut évaluer la danse thérapeutique, mais je pense que l'effet thérapeutique y est. Je réponds ? Bonjour à tous. Merci déjà au Cassis pour cette belle matinée de propositions, de rencontres, et avec ce thème du psychocorporel qui est vraiment au cœur de nos pratiques, et votre présentation qui était effectivement très très claire et très intéressante, et qui rappelle que le soutien doit aussi passer par un soutien sur du long cours financier qui permet de poser les choses un peu à long terme, parce qu'on est aussi dans une efficience aujourd'hui qui est demandée, de toujours devoir effectivement chiffrer, et aussi avec un peu pression à la rapidité à faire, alors qu'effectivement la stabilisation prend le temps qu'elle a besoin de prendre. Bon, ceci étant dit, je pense qu'on partage tous ce constat en tant qu'entre professionnels, mais j'avais 2 questions plus précises sur un peu les outils. Dans la phase de stabilisation, à un moment donné, vous faites référence à la régulation émotionnelle. Je voulais savoir s'il y avait des outils ou des approches qui étaient plus efficientes selon vous sur le travail de régulation émotionnelle. Et ma deuxième question était de savoir, est-ce que vous avez pu, dans votre bibliographie ou dans vos recherches au niveau du travail de thèse que vous avez fait, notamment au niveau de la dissociation traumatique, vous appuyer sur le modèle TIST qui a été développé par Janina Fischer, et est-ce que vous avez des retours à faire à ce niveau-là? Merci. Je commence par la deuxième parce que c'est plus frais dans ma tête. Janina Fischer, elle a travaillé beaucoup sur les parts émotionnelles, sur les scénarios réparateurs, sur cette dissociation des parts fragmentées. Nous, on va travailler sur ça indirectement avec l'accordage avec la part enfant, finalement. Je pense que notre manière de travailler, là je ne vous ai pas présenté l'outil concret avec lequel on travaille, mais on a illustré un petit livret qui reprend la totalité des altérations qui peuvent être présentes dans le trauma complexe, et on l'a dessiné avec des images d'enfants.
Nous, notre rôle premier, c'est de consolider la part adulte dans le présent. Le fait d'arriver à 4, 5, 6 mois de thérapie et de pouvoir voir cette image, par exemple, d'enfant sur les genoux de son agresseur quand on travaille l'altération dans la relation à l'agresseur, c'est une manière déjà de travailler la dissociation, mais aussi l'accordage avec cette part enfant. Qu'est-ce que vous pensez de cet enfant ? Les personnes vont nous dire dans un premier temps... j'ai de la peine pour lui, ou alors je déteste cet enfant. Tout le travail va consister à pouvoir accorder ces deux parts. Ok, cet enfant que vous avez été, est-ce que vous pensez qu'il avait le choix ? Si on a fait un bon travail, la personne, progressivement, elle nous dira « non ». Donc, nous, c'est notre manière de travailler cette dissociation qui, en général, est très présente entre la part enfant et adulte. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, la dissociation permet de continuer de vivre et on se retrouve parfois avec des enfants qui ont été extrêmement violentés, qui ont des histoires atroces, mais qui aujourd'hui nous viennent nous voir et sont peut-être avocats, qui ont peut-être fondé leur famille, qui ont fait de grandes études, qui sont capables de plein de choses. Donc, face à la sidération de cet enfant qui n'a pas dit non, qui a été sidéré et qui n'a pas stoppé les violences, il y a un écart énorme. Et donc, progressivement, de revenir sur ça, sans exposer la personne directement à la source traumatique, ça vient travailler l'accordage et donc diminuer la dissociation. C'est notre manière de travailler. La première question, je l'ai complètement oubliée. En régulation émotionnelle, nous, on travaille autant ce qui est cognitif que corporel. Bon, dans la régulation émotionnelle, il y a le lieu sûr, l'auto-training, la cohérence cardiaque, le panel des émotions qu'on peut utiliser par plein d'outils, savoir reconnaître est-ce que c'est de la douleur, est-ce que c'est de la colère, par quoi passe la colère. Moi, la colère, elle passe par j'ai une montée de chaleur, j'ai les mains moites, j'ai envie de taper tout le monde. Ok, bon, est-ce que c'est possible ? Non. D'accord ? Mais on fait un travail comme on ferait avec un enfant peut-être de 6 ans ou même avant, avec qui on va acheter le livre des émotions, parce que ce travail, à cet âge-là, de par ce qu'il vivait, a été impossible. Et c'est pas grave, moi je dis à mes patientes, c'est pas pour vous infantiliser, c'est juste qu'on va accéder à une étape à laquelle vous n'avez pas eu accès. Et je pense que vu comme ça, ça permet de ne pas se sentir trop mal devant le thérapeute ou trop nul. Voilà. Si vous êtes d'accord, je vous propose qu'on prenne 2 questions, peut-être une en ligne, et puis je crois qu'il y en avait une autre aussi dans la salle, et puis après on fera une courte pause, et vous pourrez vous adresser directement, si les questions concernent directement Paloma, tout à l'heure pendant la pause. Juste une précision, c'est vrai qu'à la Maison d'Ella, par rapport au risque de décompensation aussi, au risque, et je parle sous le contrôle de ma voisine parce que je ne suis absolument pas psychologue ni clinicienne, c'est à la Maison d'Ella, on prend en charge des personnes, des femmes, à distance, c'est à distance de l'événement traumatique, c'est-à-dire, vous parlez tout à l'heure, ce sont des femmes qui ne vivent plus normalement auprès de l'auteur des violences, et le travail que l'on propose, c'est vrai, s'il n'y a pas les questions de sécurité minimum financière, en toit sur la tête, c'est quand même extrêmement compliqué, ou c'est pas nous maintenant, et du coup on oriente vers d'autres partenaires, même si on sait que les allers-retours aussi
aujourd'hui qu'on n'a jamais... Voilà, c'est plus complexe, mais c'est vrai qu'en général, sur la Maison des Las, à aujourd'hui, on intervient à distance des événements traumatiques, et la question aussi financière, qui était une des questions, et c'est pour ça aussi qu'on en parle beaucoup, qu'on remercie aussi, que ce soit les institutions publics qui nous soutiennent en grande majorité, et puis les quelques institutions privées qui nous accompagnent aussi, c'est parce que les prises en charge sont gratuites sur la Maison des Las. Tout est gratuit, de tout ce qu'on propose, y compris sur la partie corporelle. D'où la difficulté aussi quand on veut ensuite, parce que le travail, même si on garde les patientes longtemps, très longtemps, trop longtemps, je ne sais pas. Mais pour pouvoir en accueillir de nouvelles, en tout cas, il y a cette question se pose, la question de réorienter après vers d'autres prises en charge gratuites, notamment, est assez complexe. Et je me permettais de dire ça parce que je vous lis la question suivante. Qu'en est-il c'est une question qui vient d'Aline, qui est psychosexologue en Gironde, et qui demande qu'en est-il de la prise en charge sociale durant ce protocole? Est-ce qu'il y a une stabilité sociale, financière, logement, travail, établie avant de commencer le protocole, stable ou non? Et elle demande aussi s'il y avait une différence sur les prises en charge sociales entre les groupes stables et les groupes wait. Je ne sais pas trop comment répondre à ça. On essaye qu'il y ait une stabilité, en tout cas pendant. Tu veux répondre? Si tu veux, je t'aide aussi. Vas-y. La question de la stabilité économique, normalement, à distance des violences, le moment où on accueille, où on est disposé à accueillir à la Maison des Las les femmes, très souvent la séparation de corps a déjà eu lieu. Très souvent, elles ont trouvé un nouveau logement, etc. Après, donc se pose pas trop la question quand on est à distance des violences. D'autant que, comme vous présentez certains cas, Paloma, ce sont des violences répétées qui se sont inscrites dans l'histoire, donc les personnes se sont suradaptées et ont trouvé un travail, voilà. Même si, à certains moments, elles sont obligées de se mettre en arrêt maladie et se retrouvent précarisées. Dans ces cas-là, on a dans l'équipe, avec le partenariat très important du conseil départemental, une assistante sociale qui est présente en plus, donc c'est chouette. Depuis le début du projet de la Maison des Las, on a l'implication du conseil départemental avec la mise à disposition et la participation d'une assistante sociale de MDSI qui s'implique dans toutes nos réunions d'équipe et qui peut recevoir en rendez-vous pour essayer d'étayer un petit peu les situations des personnes quand elles en ont besoin. On a aussi l'assistante sociale du service d'aide aux victimes de Prado qui travaille aussi, qui est détachée au niveau du commissariat central de Bordeaux, qui nous aide aussi. Elle participe aux réunions d'équipe et peut donner des rendez-vous aux patientes pour parfois faire des demandes de logement par le contingent prioritaire, etc. Donc on a une possible réponse aux problèmes économiques et sociaux que peuvent rencontrer nos patientes, mais c'est pas trop dans le cas de notre public, pas trop. Une dernière question peut-être dans la salle. Bonjour, donc moi je suis médecin généraliste et c'est plutôt la phase d'errance médicale. Donc j'ai une liste interminable de patients qui est en tête, qu'on voit pendant des mois et on arrive même à appréhender quand ils prennent rendez-vous parce qu'on sait très bien qu'il n'y a rien de somatique en dessous, qui sont très insistants sur les examens complémentaires. Comment on peut amener la cause psychotraumatique sans être maltraitant, parce qu'avec les temps de consultation qui nous sont impartis, lâcher la bombe comme ça en disant est-ce que vous avez vécu un traumatisme? Bon, très bien, allez voir un psychologue. Souvent, on a en face je ne suis pas fou. Et j'ai l'impression souvent, quand j'essaye d'aborder le sujet, que je suis maltraitante, parce qu'ils le vivent comme une négation de leur douleur. Et deux, est-ce que l'orientation vers des médecines alternatives type acupuncture, ostéopathie ne serait pas un moyen plus doux de les amener vers là, parce que ça traite le corps justement. Dès qu'on parle de psychologue, on a les patients qui se braquent en disant non, je ne suis pas fou. C'est tout l'objectif du travail d'accordage qu'on fait entre le cerveau et le corps. J'imagine que vous devez avoir
énormément de patients qui sont rassurés de se voir poser un diagnostic parce qu'ils peuvent tellement pas imaginer que cet événement traumatique qui leur a déjà détruit la vie a en plus des séquelles dans le présent, parfois 20 ans après, qu'ils ont besoin de trouver une autre raison. Et le fait de se voir refuser ce diagnostic ou cette consultation, bah, c'est très très dur. Et je vous l'accorde, même nous quand on le dit, quand on se dit est-ce que vous avez fait l'hypothèse que cette douleur vienne ou soit là depuis l'événement traumatique. Moi, souvent, je le dis à peu près comme ça. Non, pas du tout. Et ils me disent, avant, j'allais très bien. Mais avant, je pense à la liste de courses. D'accord. Non, mais avant, voilà. En fait, ils sont plus en capacité de réunir les deux. Donc, je pense qu'il faut l'amener avec délicatesse, mais dans tous les cas, il y aura une rupture de l'alliance. Elle est inévitable, parce que la personne, au fond d'elle, souvent, dans la majorité des cas, elle le sait, mais elle ne peut pas l'assumer. Elle ne peut pas le rendre réel. Et le fait que vous posiez ces mots-là, bah, ça vient brusquer toutes ces défenses, tout l'arsenal de survie qu'elle a essayé de mettre en place depuis si longtemps. Puis en plus, elle va vous dire, ça fait 2 mois que j'attends le rendez-vous, vous me dites ça. Donc, les techniques aléatoires peuvent être une porte d'entrée, enfin, les techniques autres, des médecines alternatives, peuvent être une solution comme porte d'entrée. Mais au final, elles vont à peu près dire la même chose. Vous savez, moi j'ai tendance à garder toujours le même exemple en tête. Si vous êtes témoin de violences conjugales, par exemple, en face de vous dans le tram, si vous n'intervenez pas, la personne va comprendre que c'est normal ce qui lui arrive. Si vous intervenez, la personne va certainement vous dire de quoi vous vous mêlez. Mais elle n'oubliera jamais que quelqu'un a questionné ce qui était en train de se passer. Je sais que c'est violent en tant que thérapeute, que médecin, d'être cette personne qui va se faire envoyer bouler. Moi-même, je le subis. Mais elles ne vous oublieront pas. Je pense que ça, c'est déjà thérapeutique et peut-être qu'après, elle viendra vous voir avec cette lucidité-là. Alors, juste en formation, on utilise un outil de la MIPROF avec la vidéo de l'entretien du médecin généraliste. Elle est vraiment intéressante et on voit à quel point les outils de la MIPROF sont totalement gratuits, téléchargeables sur Internet. Et c'est un court-métrage où on voit un médecin qui détecte, qui est dans le repérage des violences avec sa patiente et qui arrive à lui mettre des mots sur ce qu'elle vit et à l'orienter sans que ce soit... Après, c'est un court-métrage, un montage, c'est dans l'idéal. Bien sûr que dans les faits, voilà. Et j'ai mes collègues qui trépignent et qui voulaient rajouter quelque chose. 2 minutes. Juste pour parler, c'est des questions qu'on s'est beaucoup posées au CASSIS. Donc le CASSIS, c'est l'association mère qui a donné naissance à la Maison d'Ella et le CASSIS a donné naissance à la Maison d'Ella parce que dans son lieu de consultation de planification familiale, donc on a un lieu de planification familiale au sein du Grand Parc depuis 40 ans maintenant. On a fait depuis très longtemps le lien entre le vécu de nos jeunes patientes et les symptômes gynécologiques dont elles souffraient à répétition. Je crois qu'il y a 2 choses très importantes à faire. D'abord, c'est pas parce qu'on ne trouve pas de structura mécanique qu'il n'y a pas de souffrance. Si vous vous rappelez un petit peu, il y a encore quelques années, on pensait que l'endométriose était de l'hystérie. Donc, il ne faut pas confondre ça, et ce n'est pas parce qu'on ne voit pas la mécanique biologique qu'il ne se passe pas quelque chose. Une douleur, c'est une douleur. Ça veut dire un message biologique qui dit que j'ai mal. Ce n'est pas parce qu'un IRM ne montrera rien, une échographie ne montrera rien qu'il n'y a rien. La souffrance, elle est réelle. Ça, c'est une première chose, parce que nous, en tant que médecins, si on sortait ça de notre tête, les personnes qui souffrent, elles parlent pas pour nous embêter, elles souffrent en fait. Et peu importe si on n'a pas, nous, de critères diagnostiques qui rentrent dans certains de nos ABAC, c'est pas le souci. La deuxième chose, c'est que donc au CASSIS, en fait, on a systématisé la question. Dans les antécédents,
Comme on demande quels médicaments vous prenez, on demande est-ce que vous avez été victime de violence. Et on explique pourquoi on fait ça, parce que pour nous, être victime de violence est un antécédent comme un autre. Et on le sait, ça a été montré par de multiples études, que quand on a été victime de violence, on a plus de risques de faire un certain nombre de maladies. C'est comme quand on fume, c'est comme quand on boit. C'est la même chose en fait. Et donc on l'a systématisé, ce qui permet à tous les médecins et les sages-femmes qui consultent au CASSIS de ne plus se poser cette question de qu'est-ce que ça va faire. On la pose. Les personnes sont libres, il faut respecter et imaginer aussi que chacun et chacune, on a en nous, on a la liberté de répondre ou pas. On n'infantilise pas les gens en fait. Si elles veulent pas répondre, elles répondent pas. Si elles veulent répondre, elles répondent. Et on n'a jamais, jamais, jamais eu personne qui est parti en claquant la porte en disant c'était nul, c'est pourquoi vous me posez cette question. Il suffit de le faire de façon systématique et bienveillante, et le lien il se fait. Merci. Je ne doute pas qu'il y a d'autres questions. On en a d'autres dans le chat, on en a d'autres par SMS, mais je vous propose qu'on arrête là, qu'on fasse une... Ah, pardon. Amélie, je laisse Amélie qui s'est investie aussi dans le protocole. Je te laisse le mot de la fin, du coup, Amélie, avant la pause. Bonjour, Amélie Pouzou, ostéopathe de la Maison d'Ella. Moi, je voulais vous dire que c'est vrai, c'est très difficile de recevoir ces patients-là. Moi, je me suis spécialisée dans le psychotrauma parce qu'en tant qu'ostéopathe, en fait, je recevais des gens qui étaient en errance médicale, qui faisaient des examens extrêmement intrusifs. On leur disait, il n'y a rien, ils venaient me voir extrêmement déçus. Bonjour, j'ai très très mal, mais il n'y a rien. C'est super, il n'y a rien, en tout cas a priori de grave. Ces patients-là, c'est Madame Michu avec ses douleurs qui bougent, qui est insupportable. Ils sont insupportables pour les médecins généralistes qui n'ont pas le temps. Le diagnostic de troubles de somatisation, c'est un diagnostic qui est positif, c'est pas un diagnostic d'élimination, c'est pas ça y est, on n'a rien trouvé, et du coup, en fait, c'est dans votre tête. Parce que ça, effectivement, c'est maltraitant. C'est, comme disait ma collègue Marielle, c'est poser la question de l'existence de psychotrauma. Parfois, ils ne se rendent même pas compte. Parfois, quand on pose cette question aussi, les gens ils disent « je ne sais pas ». Donc ça aussi, c'est vrai que ça demande un petit temps d'écoute, mais même si c'est un diagnostic positif, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre en charge correctement si on ne sait pas comment ça fonctionne. Et juste s'intéresser et juste aller comprendre ces fonctionnements-là, que ce soit du trouble de somatisation, de la conversion, et tout ce qui fait que le corps, à un moment donné, il porte le trauma, il est ancré en lui. Ça permet aussi de prendre en charge et d'expliquer aux patients. Et c'est cette psychoéducation qui va faire que, du coup, ce diagnostic sera acceptable pour eux. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Voilà. Merci beaucoup.